Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission du Salon Caviar avec Caviar Magazine. Ça fait longtemps que j'avais pas été à la présentation, je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Ça fait à peu près 3 semaines que la loi sur la démocratisation du sport, ou loi sport tout simplement, a été adoptée par l'Assemblée nationale. Qui dit loi dit forcément un certain nombre de mesures. Pour en parler ce soir, je suis particulièrement bien accompagné. D'abord le sosie non officiel de Pedri, le même talent, le même côté travailleur et le même dégradé. Gabriel Joly est avec nous ce soir, bienvenue Gabriel. Salut. Ensuite, grande fan de Monaco, que ce soit de Charles Leclerc ou de la SM, Maëlys Lavorel. Bonsoir Maëlys. C'est bien résumé, bonsoir Charles. Et vous ne le saviez pas, doctorant, comme tout fan de l'OM avec la Ligue des Champions, ne vous inquiétez pas, il vous le rappellera, Son Dufour est avec nous ce soir. Bonsoir Son. Bonsoir Charles, bonsoir à tous. Et pour terminer, notre invité du jour, Céline Calves. Vous êtes, députée de la 5e circonscription des Hauts-de-Seine. Vous étiez également co-rapporteur de cette loi sport. Bonsoir Madame Calves, merci d'être avec nous. Bonsoir. Ce projet de loi, on en a moins entendu parler ces derniers temps, comme on en parlait tout à l'heure, d'abord à cause d'une actualité très chargée, mais aussi en raison de l'attention médiatique qu'il a cristallisée autour de la possible interdiction du port des signes religieux ostensibles, avec comme première cible le voile musulman. C'est un amendement qui a été proposé par les Républicains, mais qui n'a finalement pas été adopté. Maintenant que la polémique a désenflé, est-ce que vous regrettez, vous, Madame Calves, qu'on ait autant parlé de cet amendement et finalement si peu de ce projet de loi ? Bien sûr, je le regrette parce que cette proposition de loi, elle a fait un long chemin. En fait, elle est issue de travaux qui ont été portés par mes collègues de l'Assemblée nationale, aussi bien sur la gouvernance des fédérations et comment faire que ce soit plus paritaire, plus transparent, plus éthique, mais aussi sur beaucoup de travaux qui avaient fait l'objet de missions parlementaires ou même de propositions de loi précédentes sur le développement de la pratique pour toutes et tous. Donc vraiment, l'idée, et c'est ce que porte cette loi avec son titre, puisque c'est la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France, ça a été vraiment issu de tous ces travaux. On l'avait adopté en première lecture il y a plus d'un an. C'est-à-dire que le 19 mars, quasiment jour pour jour, 2021, on avait adopté en première lecture. Et puis, au hasard des agendas parlementaires, eh bien, elle avait été stockée pendant un moment avant d'être étudiée au Sénat. Et les sénateurs ont considérablement enrichi le texte, très bien, parce que nous avions fait une courte proposition de loi. C'était une stratégie parlementaire, parce que quand vous voulez mettre dans l'agenda une proposition de loi, si elle est trop longue, on va dire on ne va pas avoir le temps de l'étudier, donc elle n'est pas prioritaire. Donc c'est pour ça que nous avions fait une loi avec 12 articles, avec la possibilité, vu qu'elle abordait plein de thèmes, qu'on puisse lui ajouter des amendements pour pouvoir l'enrichir. Alors c'est ce que le Sénat a fait, mais parfois avec des choses qui étaient un peu hors sujet, dont cette question de l'interdiction des ports de signes religieux dans le sport, alors que c'était quelque chose que nous avions traité au Parlement, aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée, quelques mois auparavant, quand on a cherché à conforter le respect des valeurs de la République, dont celui de la laïcité. On avait l'impression qu'ils voulaient refaire le match, sauf que c'était hors terrain, en fait. Donc nous, quand c'est revenu à l'Assemblée, puisque vous avez toujours ce principe de navette parlementaire, eh bien, il y avait quelques-unes des suggestions des sénateurs qu'on trouvait vraiment chouettes, qu'on voulait garder, d'autres qui étaient un peu prématurées, qui n'avaient pas forcément fait l'objet de suffisamment de conversations et d'accords de l'ensemble des parties prenantes. Et puis, une qui nous paraissait complètement intolérable. Ce n'était pas le but. Vous imaginez bien le paradoxe. On est dans une loi qui vise à démocratiser le sport en France. Et cet amendement était là pour restreindre l'accès de certains, et certaines, vous l'avez souligné, au sport. Donc, c'était antinomique. Et malheureusement, oui, je regrette que cette loi ait été parfois résumée par certains journalistes sur la loi du voile dans le sport. On était quand même loin de l'ambition première et je pense qu'on y reviendra, mais il y a vraiment des belles avancées dans le fait de pouvoir créer plus de liens entre le sport et l'école, plus de liens entre le sport et la santé et de pouvoir faire que tout le monde puisse de plus en plus y accéder. En parlant du sport et de la santé, on va attaquer les débats sans faire durer le suspense plus longtemps. Si jamais vous avez des réactions ou des questions à poser à Madame la députée, n'hésitez pas à les poser sur le live Twitch et on les fera passer. Donc pour en revenir à notre sujet, l'une des mesures phares de ce projet est la mise en place de ce qu'on appelle le sport santé. Le sport devient ainsi un véritable outil de santé publique. Il pourrait être prescrit à des personnes souffrant de maladies chroniques, de certains facteurs de risque ou faisant face à des situations de perte d'autonomie. On a également l'inscription dans la loi des maisons sport santé qui seront donc légiférées au niveau national avec un cahier des charges précis à respecter. Gabriel, est-ce que tu pourrais nous rappeler s'il te plaît ce que sont les maisons sport santé ? Ouais, du coup ces maisons sport santé, c'est des établissements qui vont être reconnus par l'État
et qui rassemble en fait différents acteurs, notamment par exemple des associations sportives ou encore du personnel hospitalier. Et le but, c'est de montrer à certaines personnes qui font peu ou pas de sport et qui notamment, ça s'adresse aussi à des personnes qui ont des maladies chroniques, donc c'est pour se soigner aussi avec le sport, c'est pour les amener vers une activité physique plus régulière et voilà et on a depuis 2019 aussi ça a commencé en 2019, il y a maintenant 360 000 personnes qui sont passées par ces établissements, donc et à terme ça doit y en avoir de plus en plus. Voilà, préciser que pour les maisons sport santé préexistantes, le cahier des charges sera adapté pour suivre celui imposé par la nouvelle loi. Et d'autant que ça s'adresse à plusieurs publics, mais donc les maladies chroniques, mais pas que. Voilà. Tout à fait. On a toujours dit d'ailleurs que l'activité physique était bonne pour la santé. Là, Did you know the same? on l'officialise en quelque sorte. Finalement, ce changement, est-ce qu'il va vraiment impacter les choses ou bien on ne serait pas finalement face à quelque chose de plutôt symbolique? Swan, je sais que tu avais quelque chose à dire là-dessus. En fait, moi, c'est en soi, là, pour le moment, on est sur le niveau du symbole. C'est-à-dire que la loi est passée, elle valorise le sport comme une pratique qui est reconnue pour la santé. Mais après, il faut que ça ait des conséquences pratiques sur la mise en place. Par exemple, comment on va suivre le fait que les prescriptions soient suivies réellement d'une pratique sportive derrière? Comment on va faire pour amener les gens à faire du sport? C'est ça l'enjeu, et c'est ça qui va se dessiner maintenant, au-delà de la loi. Donc évidemment, il y a un côté symbolique qui est énorme et qui est vraiment louable. Mais après, il ne faut pas s'arrêter à la loi et il faut voir comment cela va se déployer sur le terrain. Et du coup, Madame la députée, comment ça va se déployer sur le terrain pour justement dépasser cet aspect très symbolique, on va dire? C'est valable pour toutes les lois. C'est-à-dire que quand vous inscrivez des choses dans la loi, si ce n'est pas suivi de la prise de décret et si ce n'est pas appliqué sur le terrain, c'est gentil, vous vous faites plaisir, mais ça ne change pas grand-chose. Déjà, d'instaurer dans le code du sport ou le code de santé publique la notion de sport-santé, c'était bien la première fois. Effectivement, vous l'aviez rappelé, ce n'était pas forcément quelque chose de nouveau, parce que les maisons sport-santé ont été lancées. Il y avait quand même le sport sur prescription existait depuis 2017 pour les maladies de longue durée. Voilà, mais il n'y avait pas forcément la notion de sport-santé. C'est-à-dire que pour nous, il était important de faire que ce vocable qui était utilisé dans la politique publique du sport, il puisse aussi se retrouver dans la loi. Ça le consacre. Et ça, c'est symbolique. Mais quelque chose de moins symbolique, c'est notamment le premier article de la loi où on fait rentrer dans les missions des établissements médico-sociaux. Alors ça va être l'EHPAD, ça va être ceux qui accueillent un public handicapé, alors en résident ou de passage. Eh bien, on fait rentrer le sport et la pratique d'activité physique dans leur mission. Vous l'aviez pour le développement culturel. Et puis, alors, pour les activités physiques, c'était au bon vouloir des uns et des autres. Là, maintenant, ça fait partie de leur mission. Vous imaginez bien que le nombre d'établissements concernés va effectivement développer les métiers du sport. On peut aussi se dire que dans la pratique du sport, et on a fait quelque chose qui est de l'ordre de l'incitatif, qui n'est pas dans la loi, mais qui peut aller de plus en plus vers cela, c'est le lien avec les entreprises. Depuis l'année dernière, vous avez une exonération de charges pour les entreprises qui investiraient soit dans l'aménagement dans leurs locaux de moyens pour leurs employés de pratiquer le sport, ou alors quand ils prennent en charge leur abonnement à la salle de sport ou au club sportif d'à côté. Ça, c'est très, très clairement très incitatif. Moi, j'ai croisé des professionnels qui encadrent des activités sportives et qui voient tout de suite déjà le marché que ça leur ouvre, parce qu'ils disent bah oui, c'est une incitation. Donc en fait, les effets très concrets, je vous dis, c'est l'article 1er, c'est également ce que l'on va pouvoir faire, et ça il va falloir qu'on poursuive, c'est que si on a facilité la prescription, donc comme vous l'aviez déjà souligné, on a étendu les personnes qui vont être concernées. Pour vous donner un ordre d'idée, jusqu'ici, vous aviez les affections longue durée qui étaient concernées, donc c'était environ 10 millions de personnes potentielles. On a ajouté les maladies chroniques et aussi les personnes en perte d'autonomie. Bon, autant vous dire qu'avec le vieillissement de la population, c'est un nombre qui va être grandissant. Ça veut dire que là, on a doublé finalement, puisqu'on a ajouté 10 millions de personnes qui potentiellement peuvent être accompagnées. On a aussi fait que les prescriptions puissent être faites non seulement par le médecin traitant, parce que c'était ça qui était mis en place, mais aussi par tout médecin qui va intervenir dans la prise en charge. Donc ça peut être aussi un spécialiste. Et donc comme ça, non seulement on accroît le nombre de bénéficiaires, mais aussi le nombre de prescripteurs. Ce qu'il faut qu'on puisse valoriser, c'est par exemple le rôle des enseignants en activité physique et sportive, parce que l'idée, c'est pas simplement de prescrire, c'est d'accompagner. En fait, si on me dit, voilà, je vous prescris tant de choses, mais
je sais pas trop, et puis je sais pas par rapport à, je sais pas, mon handicap ou la façon dont mon corps est en train de se remettre d'une maladie, je vais peut-être pas y aller franco et ça peut casser. Bah voilà, ça peut avoir ça. Donc on a ce qui existe depuis des dizaines d'années, par exemple les enseignants en activité physique et sportive. Et ben l'idée c'est que ça leur donne encore plus d'occasions d'accompagner et on lâche pas. Faudrait pas que ça soit contre-productif, c'est-à-dire que cette invitation à se soigner ou à prévenir sa santé par le sport, il ne faudrait pas que ça entraîne parfois je sais pas, des blessures quand c'est mal accompagné. On sait très bien ce qui a pu se passer dans certains clubs de gym où pas forcément accompagnés, on avait des problèmes cardiaques parce qu'on n'avait pas forcément dit à la personne d'y aller mollo. Donc très clairement, ça participe à une politique de prévention, parce qu'on n'est pas seulement sur... Moi, je sais qu'au début du mandat, par exemple en 2017, on était beaucoup axé sur politique de prévention, et quand on parlait des activités physiques et sportives, c'était beaucoup dans le côté réparation, c'est-à-dire, et je dis, mais on oublie un petit peu la partie prévention, et donc là, on arrive finalement à avoir une maturité en quelques années de cette prise en compte dans l'aspect santé, et puis aussi dès le plus jeune âge, parce que la meilleure prévention possible, c'est quand vous créez un habitus dès le plus jeune, en fait. Et du coup, est-ce que ça passerait par éventuellement le sport à l'école primaire Oui, habitus complètement. Et à l'école primaire, ça l'est déjà. On a 3 heures, par exemple, à l'école primaire. Sauf que c'est très inégal d'une école à l'autre. Parfois, c'est fait par votre professeur des écoles. Parfois, comme à Paris, ce sont des professeurs qui sont ce qu'on appelle les PVP, professeurs de la ville de Paris, qui encadrent vraiment uniquement les activités physiques et sportives, et donc qui sont un peu des spécialistes. C'est très divers, et on a mis en place depuis l'année dernière l'expérimentation des 30 minutes minimum d'activité physique par jour. Et ça, c'est en lien, et ça, c'est vraiment fondateur. C'est encore une expérimentation, on aimerait bien que ça soit généralisé à partir, et c'est possible, de la rentrée 2022. C'est en lien avec les fédérations. On bénéficie et on profite de l'attrait de 2024, Paris 2024, pour se dire que on essaie de dépasser certains clivages. Et oui, le sport à l'école, c'est pas uniquement une affaire de la communauté éducative, c'est aussi peut-être ce qui se passe dans l'association à côté, avec laquelle on collaborait pas vraiment, on savait pas trop. Vous parlez des AS, là, c'est ça ? Ouais, voilà, des associations sportives, pas forcément celles qui sont dans les collèges et qui sont obligatoires au collège, mais de se dire, quand il y en a qui peuvent être favorisées au sein de l'école primaire, c'est bien, mais pour l'instant, c'est qu'une école sur 4. Hein. C'est pas non plus, c'est pas obligatoire comme dans le secondaire, au collège et au lycée. Mais pourquoi ne pas collaborer directement, ne serait-ce qu'avec, le club de Monaco, si votre école est à côté de Monaco. C'est-à-dire, fortement, là on parle. On imagine, parfois on est voisins et parfois on ne se parle pas assez. Et parce que chacun a ses réglementations et puis on n'a pas les mêmes rythmes, etc. Mais ce qu'on voulait faire à l'école, c'était l'ouvrir davantage. Une des manières de le faire très concrètement, et ça c'est ce que rend obligatoire la loi, et c'était vraiment dans la proposition de loi, c'est de dire que tous les équipements sportifs que l'on met en place dans les écoles primaires, les collèges et les lycées, dorénavant, à partir du moment où on va construire une école, où on va la rénover, il va falloir ménager un accès indépendant. Parce qu'on a tous vécu, moi je l'ai vu, des gamins qui sont en train de jouer au basket, et il y a un terrain vide de basket juste à côté. Et on se dit, en fait, ce serait sympa de l'ouvrir. Et en fait, c'est une école, mais ça posait plein de questions de responsabilité. Vous ne pouvez pas ouvrir si jamais il y a un accident. Qui est responsable ? Donc, des dégradations aussi. Et des dégradations, bien sûr, parce qu'effectivement, ça veut dire que vous confiez un équipement, vous ne savez pas trop comment ça va être fait. Donc là, ce qu'on dit, c'est que de toute façon, à partir du moment où vous allez construire ou rénover, alors pas juste un coup de peinture, parce que dans ces cas-là, mais une rénovation assez conséquente, vous devez aménager un accès indépendant, et ça ouvre la voie à ce que vous puissiez faire venir des associations qui vont utiliser le samedi après-midi, alors qu'il n'y a personne, ce terrain. On est tous face à un manque d'infrastructures, on le sait. Il y a des villes où on est très pourvu. Moi, je suis élue à Levallois et Clichy. À Levallois, il y a beaucoup d'équipements sportifs. Oui, mais en fait, il y a beaucoup de sportifs aussi. Donc, en fait, la raréfaction, elle peut se faire aussi. On essaye au maximum de faire que tout soit disponible, mais on sait qu'on manque. Ça va aussi dans le sens de ce qu'on a mis en place. Et j'étais hyper contente parce que moi je l'ai porté en amendement au projet de loi de finances l'année dernière, un petit amendement à 200 millions d'euros. Je peux vous dire que là, on le fait et on le présente bien, et on est bien là, il ne faut pas le louper. C'est la construction de 5000 équipements sportifs de proximité d'ici 2024. Donc vous imaginez 2 ans.
Alors, c'est pas des gros complexes sportifs, on va pas construire des stades partout. Non, mais c'est c'est de se dire, plutôt des city-stades. Voilà, city-stades, des baskets 3-3, Ouais. des bassins mobiles, parce qu'on manque cruellement de capacité à accueillir les enfants, notamment les plus jeunes, pour qu'ils soient à l'aise dans l'eau. C'est pas forcément pour en faire des champions de natation, mais vous avez parfois un grand manque en fait d'infrastructures. Et là, l'idée d'investir dans un bassin mobile qui pourrait se déplacer par exemple sur un département, par exemple, eh bien, l'État s'engage à financer 80% de ce projet qui peut être porté aussi bien par les collectivités, c'est souvent les collectivités d'ailleurs qui le font, mais là on veut le faire aussi en disant si vous êtes une association et que vous voulez le faire, on peut le faire. Vous n'êtes pas obligé de passer par la collectivité. Donc ça multiplie comme ça les possibilités de le faire, et ce qu'on veut c'est vraiment se dire que en 2024 nous on sera une nation qui aura bien rempli déjà une chose, c'est faire vivre les jeux et le sport, mais de le faire vivre partout en France, et pas seulement là où c'est bien. Petite question du chat avant de passer à la suite. Je suis désolé, Swan. Tu m'as le coupé temps- l'air. le temps- Et le temps Charles, nous manque. On a Tristux 777 qui nous demande, qui demande à Madame la députée si vous pensez que l'école doit être acteur de la vie sportive des élèves, et si il faut instaurer un quota d'heures de sport, c'est-à-dire réduire les cours classiques. Est-ce que ça reviendrait à mettre en place une bonne mesure dans la mesure pardon par répétition, où on constate que de plus en plus d'élèves arrivent au collège sans savoir lire et écrire correctement. Ouais, en fait, on a plein d'impératifs. C'est-à-dire que non seulement il faut renforcer les fondamentaux, lire, écrire, compter, mais il faut aussi se dire qu'il faut être en bonne santé. Et en fait, c'est un cercle vertueux. Si je suis en bonne santé, et notamment le sport me permet de me défouler, de me concentrer, je vais peut-être arriver un peu mieux à me concentrer sur ma lecture, sur ma façon d'écrire. Alors nous, ce qu'on propose, je vous parlais de l'expérimentation avec les 30 minutes minimum. Ça veut dire qu'à l'école primaire, vous avez 3 heures, mais parfois c'est réparti sur 2 jours, et puis il y a 3 jours où vous ne faites rien, vous ne faites pas d'activité physique. Là, c'est de dire, peut-être que tu peux garder ce dispatch 1h30 le mardi et puis 1h30 le vendredi, mais par contre, on va t'obliger à faire 30 minutes d'activité. C'est pas forcément un truc pour lequel il faut se mettre en tenue, et voilà, c'est 30 minutes où on va pouvoir bouger dans la cour sans forcément bouger à l'extérieur, mais 30 minutes. Je peux vous dire que pour l'avoir fait plusieurs fois, c'est quand vous commencez votre journée en vous bougeant un peu comme ça, vous dites au départ, ouais, c'est bon, ça va, c'est théorique. Non, en fait, vous arrivez à vous recentrer un peu plus, et donc, ça peut être pas mal. Donc ça, c'est au quotidien. Voilà, on le fait. Dans la loi, on a mis une pratique minimum. On n'avait pas dit le nombre de minutes parce que, autrement, si vous commencez à tout préciser dans la loi, ça veut dire qu'il faut repasser une loi pour le changer. Mais une pratique minimum quotidienne, c'est ça sur le quoi on veut aller dès la rentrée 2022. D'accord. On va passer à la suite, la question des droits télé qui nous intéresse tous et tous ceux qui aiment regarder le football, puisque la loi a décidé de s'y intéresser également. Mais c'est pas une question qui est toute nouvelle, on se rappelle tous de la catastrophe Mediapro, dont le président Jaume Roures avait dû passer devant une mission parlementaire pour s'expliquer. Donc le texte prévoit que la Ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives, créer une société commerciale soumise au code de commerce. Est-ce que Gabriel, tu pourrais éclaircir un peu ça pour nous, s'il te plaît ? Justement, du coup, après l'échec de Mediapro qu'on a connu l'année dernière, la LFP a du coup créé une société commerciale. Donc concrètement, c'est une filiale par laquelle elle va pouvoir vendre ses droits télé. Et donc du coup, là, ce qui s'est passé vendredi dernier, c'est que la LFP a annoncé que cette filiale, elle était en négociation exclusive avec un fonds d'investissement luxembourgeois qui s'appelle CVC. Et ce fonds d'investissement est censé pouvoir avoir une forme d'expertise pour mieux vendre les droits télé. Et donc, ils vont racheter pour 1,5 milliard d'euros. Donc ça, c'est de l'argent qui va directement aller en partie pour les clubs, ils vont racheter une certaine part des droits télé, en l'occurrence 13%. D'accord. Il faut préciser que CVC, c'est un acteur qui connaît plutôt bien qui est déjà engagé dans le monde du sport. Ils ont été engagés dans la Formule 1 aussi. Ils sont dans le rugby en première. Ils seraient en discussion pour le tournoi destination, et ils sont déjà engagés dans le Premiership, le championnat anglais. Donc c'est un acteur qui semble connaître le milieu, et le fait de collaborer dans plusieurs sports aussi peut ouvrir différentes perspectives et différentes manières de faire. Ça peut être intéressant pour le football français. Concrètement, là, on est sur la question de l'autogestion des droits télé par la Ligue. Pour toi, Mélisse, ça tombe une solution plausible ?
Je pense que c'est une solution qui va faire du bien à très court terme parce que, comme a dit Gabriel, c'est une manne d'argent qui va immédiatement tomber dans les poches de la LFP et donc du football français et qui en a besoin avec la crise qu'on connaît depuis 2 ans, des manques à gagner pour les clubs au niveau de la billetterie et ce qui s'est passé au niveau des droits télé. Donc, à l'instant T, ça paraît être une bonne idée. Pour le futur, à voir ce que ça va donner. C'est ce que vous aviez en tête quand vous avez mis en place cette mesure dans la loi Il fallait ouvrir la possibilité à ce qu'il y ait des investisseurs, et quand ces investisseurs, en fait, ils investissent et qu'ils ont sans doute une expertise dont on a besoin. Donc c'était exactement ça. Je compléterais aussi en disant qu'au-delà de la société commerciale, dans notre proposition de loi au début, ce qu'on voulait vraiment faire, c'était aussi limiter le streaming illégal. Et en fait, on a mis en place quelque chose qui n'était pas forcément consensuel à ce moment-là, qui était l'ordonnance dynamique. En gros, ça permet à une autorité le juge dit « Ok, effectivement, c'est illégal. En fait, je vais pouvoir demander une ordonnance. » Et c'est ce qu'ont fait Bing et Canal+ récemment. Et ça a permis de bloquer les sites qui retransmettent illégalement pendant les matchs, parce que c'est quand même là où la valeur elle est le plus intéressante, on les bloque. Et non, je ne suis pas obligée de redemander au juge pour tous les matchs. En fait, c'est pour tout le calendrier d'un championnat. Donc ça, c'est une manière aussi de faire maximiser les droits TV, parce que, et j'en conclurai par là, c'est que les droits TV, ça bénéficie certes au foot pro, mais c'est aussi c'est quand même une conséquence sur le foot amateur, puisque via la taxe Buffet qui est assise sur les droits TV, vous avez une partie reversée au sport amateur. Et donc sport amateur, c'est aussi le club de mon fils qui joue à côté. C'est vrai que c'est plus sympa. Donc il faut les préserver. Après aussi, pour le coup du piratage, ça résulte aussi un petit peu du modèle de diffusion qui est un peu anarchique, qui change très souvent. Et est-ce qu'avec ce fonds d'investissement, est-ce qu'on va vers un modèle plus clair, plus stable ? Parce qu'on pourra lutter tant qu'on veut contre le piratage. À mon avis, c'est des sous qui partent en l'air parce que ça revient et ça reviendra. C'est des centaines de millions d'euros comme ça qu'on perd par le streaming illégal. Et on peut se dire, en fait, il y aura toujours la reconstruction d'un autre site quand un site sera bloqué. Sauf que déjà, on arrive à voir, et les clubs en sont très reconnaissants, et pour avoir discuté aussi avec le président de l'ARCOM, qui est cette autorité qui va réguler les communications et qui regarde justement les dispositifs anti-piratage, on voit déjà, on peut difficilement l'évaluer, mais ça a été effectif. Il faut qu'on évalue combien on arrive à gagner. Et puis après, il y a aussi toute la problématique d'éducation, d'accès d'éducation du spectateur. C'est-à-dire qu'on a tous des potes autour de nous qui nous disent « Ouais, c'est bon, je le regarde comme ça. » Et tu fais « c'est pas terrible, parce qu'en fait, et là, tu commences à lui expliquer quel est le chemin des droits et comment, en fait, c'est une manière de se tirer une balle dans le pied que de ne pas respecter. » Et d'un autre côté, on nous dit « Ouais, mais en fait, moi, si je veux voir tel match, telle discipline, en fait, il me faut 400 balles par mois. » C'est ça, c'est comment... En fait, avant d'être un problème d'éducation, c'est surtout un problème financier pour les ménages, parce que comment gérer cet éclatement de l'offre qui change en plus quasiment tous les ans, ça c'est insupportable. C'est ce que Tristux disait dans les commentaires, parce que d'un côté on a quand même une loi qui vise à démocratiser le sport, mais de l'autre côté on se rend compte que il y a beaucoup de gens pour qui ça devient impossible financièrement ça devient suivre le foot de manière légale, c'est presque un produit de luxe. Est-ce que si on permet à une société commerciale de venir apporter des fonds à la ligue, est-ce qu'en retour, peut-être qu'il y aura des plafonds qui seront fixés, ou est-ce que, en tout cas, ça va être pensé dans l'idée pour être accessible quand même au plus grand nombre ? J'aimerais bien, mais je pourrais pas vous dire que ça sera. En tout cas, c'est de rendre suffisamment puissant la capacité de la LFP à pouvoir bien commercialiser. Après, c'est pas spécifique au monde du sport, c'est spécifique à tout ce qu'on peut trouver en ligne, parce que vous voyez bien aussi que quand vous regardez des plateformes de contenu, films, séries, etc., on se retrouve tous à dire « Ouais, alors, attends, j'ai ça, j'ai celui-là, mais ça c'est sur l'autre ». En fait, c'est une problématique plus globale d'offres, et c'est pour ça qu'on a aussi un rôle, c'est de proposer via l'audiovisuel public un accès aux compétitions sportives. L'audiovisuel public, a priori, c'est presque gratuit, et donc il va falloir qu'on voit sur quoi on investit pour pouvoir offrir au public français notamment un accès. Parce qu'autrement, effectivement, ça devient des bulles où les privilégiés s'en fichent un peu de mettre 200 balles pour un match qu'ils vont regarder de temps en temps, et voilà. Et donc, mais pour le coup, c'est pas spécifique, malheureusement,
au domaine sportif. Est-ce que dans cette perspective d'audiovisuel public, il y a l'idée de changer la loi dont le nom m'échappe, mais sur les événements qui doivent être diffusés en clair gratuitement alors il y a eu des essais. Télévision, ouais. Il y a eu des essais, mais franchement, pour le coup, en fait, je crois qu'au Sénat, ils avaient fait adopter justement sur les événements majeurs, mais en fait, en termes d'audiovisuel, c'est très complexe, parce que si vous jouez sur l'audiovisuel public, ça a un effet sur l'audiovisuel gratuit, mais privé. Donc, en fait, là, c'était clairement pas assez mûr. Je pense qu'on en reparlera. On arrive à la fin de la première partie de cette émission. Petite respiration au milieu de ces échanges sur la loi sport. C'est l'entracte du Salon Caviar. Donc Swan Dufour va nous emmener du terrain de football au terrain des mots. Oui. Alors, pour commencer, j'aimerais vous poser une petite question, Madame Calvez, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qu'ont en commun le football et le monde de la politique selon vous ? La politique est un sport de combat. Ah, ça aurait pu, c'est une bonne... Franchement, c'est une très bonne réponse, mais c'est pas vraiment ce à quoi je pensais. On va nul ta chronique. On va quand même la continuer parce que j'avais prévu que vous ne me donniez pas la réponse que j'attendais. Donc pour moi, ce qui rapproche ces deux mondes, c'est la professionnalisation de la communication. Et comme en politique, les sorties de nos entraîneurs de Ligue 1, elles sont maintenant inondées d'éléments de langage. Donc la semaine européenne qu'on vient de passer, la semaine dernière, elle a été un exemple de poids. Car cette semaine, elle fut historique pour le football français. Pas moins de 5 clubs jouent à leur qualification pour les quarts de finale d'une coupe européenne. Ce n'était jamais arrivé auparavant. Le ballottage, il était cependant défavorable car la plupart de nos écureuils s'avançaient en position d'outsider ou de perdant à l'aller. Mais l'espoir était quand même là. Car sur 5 clubs en course, 4 recevaient leurs adversaires à domicile, donc il s'agissait de Lille, de Rennes, de Lyon et de Monaco. Une petite fenêtre d'espoir pour apercevoir la qualification. Alors mardi, moi, en amont du match contre Chelsea, je me suis posé une question qui va vous sembler un peu banale, mais qui est très importante du point de vue de la philosophie du langage. Comment performer, provoquer l'exploit sportif et les rationalités du football avec des mots. Alors pour répondre à cette question sommaire, j'ai suivi pour vous l'ensemble des conférences de presse de la semaine, et bien sûr pour les spectateurs de Salon Cave, et voici un petit florilège des déclarations de nos entraîneurs de Ligue 1. C'est donc d'abord Jocelyn Gourvenec qui a donné le ton mardi, Ligue des Champions oblige, vous vous en doutez, je vous le cite. « Vous ne pouvez pas nous empêcher de rêver d'un exploit. C'est parce que c'est impossible qu'on va y arriver. Ce sera un match différent, on va y arriver. » C'est ensuite donc Philippe Clément, l'entraîneur de l'ASM, que tu adores Maëlys, qui s'est présenté à la presse mercredi en début d'après-midi avec peu ou prou les mêmes mots que son compère lillois. Donc j'ai confiance en mes joueurs et en le projet du club. Nous avons 2 joueurs qui veulent gagner, qui donnent le maximum et c'est ce que je veux voir demain. J'ai confiance en mon équipe. Confiance, confiance donc, modèle repris presque mot à mot par Peter Bosz en fin d'après-midi. On prépare notre match sérieusement. On va faire les choses avec nos supporters qui seront là en nombre. J'espère qu'ils seront tous derrière nous. Je ne doute pas, j'ai confiance en mon équipe. Et c'est finalement l'entraîneur rennais, donc Bruno Genesio, qui a fermé le bal des conférences de presse avec, encore une fois, le même schéma argumentatif. On doit tous déjà être convaincus que c'est possible. C'est notre cas, il faut que tout le monde le soit. On aura besoin de nos supporters, très nombreux demain, pour y croire, car tout sera possible, quel que soit le scénario du match. On sait qu'on va le faire, on est convaincu qu'on va le faire. Donc, vous le voyez, ces communications, elles sont quand même considérablement homogènes sur la forme. Il faut aussi dire que dans les moments de doute ou d'incertitude, la communication, elle doit être maîtrisée, il faut choisir ses morceaux. Donc cela explique en partie l'homogénéité des déclarations, et ça nous permet surtout de construire une sorte d'idéal type de la communication des entraîneurs avant un match européen. Donc je vous propose en gros un petit manuel pour les nuls de cette communication en 3 points. Point numéro 1, il faut exclure le doute de ces paroles. Donc l'objectif ici, c'est de provoquer l'exploit sportif. Il doit être construit et mis en mots par l'entraîneur en amont de la rencontre sur le registre du performatif. Il s'agit de dire non pas que l'exploit est réalisable, mais qu'il sera réalisé. C'est ce qui s'appelle, pour la philosophie du langage pragmatiste, un acte de langage illocutoire. Point numéro 2, il faut que l'entraîneur se pose en guide vers la victoire. C'est donc un ethos de chef qui doit se construire, et un peu à la manière d'un commandant de bord dans la tempête, il doit mener son équipage à bon port. Confiance et détermination doivent ainsi se lire logiquement dans ces mots. Point numéro 3, enfin, il faut invoquer la passion et le soutien des supporters. Le 12e homme doit absolument jouer son rôle à fond, car seuls ces cris sauront donner courage et abnégation à ceux qui courent sur le pré, maillot sur le dos. Donc c'est ici ce qu'on appelle un acte de langage perlocutoire, puisqu'il attend une rétroaction. Si vous voulez donc communiquer simplement et à l'instar de nos grands entraîneurs de Ligue 1, reprenez ces 3 points. Acte de langage illocutoire, affirmer l'exploit. Travail de l'éthos, on doit sentir que vous êtes le chef. Acte de langage perlocutoire, invoquer la rétroaction des soutiens.
Les communications de nos entraîneurs, elles étaient donc bien ficelées, mais malheureusement, les résultats n'ont pas suivi et seuls les Olympiques se sont qualifiés. Courageux, Lille, Rennes et Monaco terminent leur épopée européenne et sortent par la petite porte. Les mots n'ont donc pas suffi. C'est ainsi une antithèse symbolique, certes, mais une antithèse quand même à la proposition du grand philosophe et américain John Austin, qui écrivait malicieusement en 1966 « Qu'en dire, c'est faire ». Mais dans le football comme en politique, dire ce n'est pas toujours faire, et l'action du terrain reste la seule capable de réaliser des exploits. Merci Swan. Ça me rappelle un petit peu le ensemble on va le faire du Paris Saint-Germain, enfin le malheureux ensemble on va le faire du Paris Saint-Germain. Peut-être qu'il y a plus de pouvoir l'engager dans la politique quand même. Ça a plus d'impact, tu vois, que le monde du football. Mais il y a des points communs. Peut-être. Bon, on va passer sans plus attendre à la deuxième partie de cette émission et reprendre nos débats. N'hésitez pas à réagir sur le chat. Vous avez peut-être déjà entendu parler de concept du fuite des cerveaux. C'est l'expression qui désigne ce phénomène qui voit les personnes à haut niveau de qualification, donc les scientifiques, les chercheurs, les personnes qui mettent les céréales avant le lait dans leur bol, quitter leur pays d'origine pour aller s'installer ailleurs. En France, on a un équivalent footballistique qu'on pourrait qualifier de fuite des pépites, avec des jeunes qui quittent le pays au moment de devenir pro. Certains, comme le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo, avaient imputé ce phénomène au fait qu'on pouvait proposer des premiers contrats pro à hauteur de 3 ans maximum contre 5 ans dans d'autres pays. La loi sport prévoit donc de s'aligner sur cette limite des 5 ans. Quel est le but que vous poursuivez avec cette mesure, Madame la députée ? C'est tout à fait ce que vous avez soulevé, c'est qu'on puisse retenir les talents qu'on forme. C'est valable pour les footballeurs, mais c'est valable aussi pour plein d'autres disciplines, d'autres métiers. Par exemple, le jeu vidéo. Le jeu vidéo, on forme des super talents et jusqu'à il y a quelques années, ils allaient tous au Canada, c'était plus simple. Et donc, comment on pouvait les garder ? Là, l'idée de pouvoir prolonger à 5 ans et de revenir finalement à un niveau qui est celui de l'Europe, parce qu'en gros, nous, on était étriqués sur 3 ans pour favoriser les mobilités, mais en fait, du coup, c'était plutôt facteur d'instabilité et de potentielle fuite. Donc aujourd'hui, dans la loi, c'est 5 ans. Alors, il faut des décrets, il faut aussi qu'il y ait des négociations, mais en tout cas, ce qui pour nous était intéressant, c'est qu'on ouvre la possibilité, qu'on arrête à avoir ce plafond de 3 ans, et ça ne suffira pas forcément tout seul. Il faut aussi être suffisamment attractif pour les talents, donc il va falloir, au-delà de leur formation, leur montrer qu'ils peuvent rester ici, s'éclater, défendre des belles couleurs. Et donc, c'est tout le but. Mais là, on déverrouille législativement un point qui faisait obstacle, comme Leonardo a pu le dire. Mais voilà, c'est ce qui fait question un peu. Parce que là, c'est vrai qu'on le débloque au niveau législatif, comme vous l'avez dit. Mais est-ce que finalement, c'est suffisant, par exemple, pour toi, Gabriel, pour retenir les talents français Est-ce que tu poses bien la question déjà ? Bah, dis-moi, est-ce que je la pose mal ? La question, c'est est-ce que c'est suffisant ou est-ce que c'est déjà bien ? Bah, est-ce que c'est suffisant ? Suffisant, non, pas forcément. Est-ce que c'est déjà bien ? Est-ce que c'est déjà bien ? Oui, je pense. En tout cas, ça ouvre la voie à d'autres réformes après qui vont permettre de garder les talents. Là, sur le coup, c'est quand même quelque chose qui va permettre de se protéger. D'écuries agressives, comme on le disait la dernière fois sur le modèle Red Bull, qui viennent, entre guillemets, voler les joueurs en France dans les centres de formation pour leur proposer des perspectives plus alléchantes ailleurs. Donc là, je ne dis pas que ça va solutionner le problème, mais en tout cas, ça ouvre des perspectives de résolution. Est-ce que c'est suffisant ? Pour répondre à ta question, évidemment, non. Moi, je pense pas, parce que, en fait, comme c'est un contrat, le joueur, il doit aussi le signer. Et je suis pas sûr qu'un joueur qui a, je sais pas, mettons 19 ans ou 18 ans, aura envie forcément de signer un contrat de 5 ans qui va le bloquer. Il y avait Coman hier qui était sur Canal qui parlait au CFC du fait que le PSG, lui, aurait bien aimé être prêté par le PSG, mais le PSG ne voulait pas. Il est parti et en fait, moi, ce que je pense, c'est qu'un joueur ne voudra pas forcément signer un contrat de 5 ans s'il n'a pas la possibilité de voir une autre porte qui puisse être plus je te rejoins même complètement, parce que si ça peut lui faire peur. L'engagement de 5 ans, on peut avoir l'impression d'un rapport asymétrique avec le club, où on est un peu bloqué et qu'il n'y a pas de perspective d'évolution. Donc, mais si on se place quand même du point de vue des clubs, je pense que c'est... pour les clubs, c'est hyper enviable. C'est plus sécurisant pour les clubs que pour les joueurs. D'autant qu'il y a un point, si ça arrive chez nous, qui n'est toujours pas réglé par rapport aux autres championnats où c'est en place, c'est la question de la clause libératoire. Dans plusieurs... en Allemagne ou en Espagne, ils ont ces contrats... il y a une clause libératoire qui peut entrer en compte, qui peut être payée et qui peut libérer le joueur de ce contrat de 5 ans si jamais il y a d'autres possibilités qui s'offrent à lui. Et visiblement, la tendance ne serait pas trop pour partir sur ça chez nous. Donc c'est un énorme engagement de 5 ans. Il faut aussi que tu aies un club en face qui soit prêt à garder un jeune 5 ans dans son giron et à lui offrir une place
à le faire jouer, le faire progresser de temps en temps, lui offrir une place en équipe première de temps en temps. C'est pas forcément le cas de tout le monde. Ouais. Donc, c'est une promesse d'investissement des deux parts. C'est-à-dire que vraiment, alors 5 ans, c'est un quinquennat, ok. Ça peut être beaucoup quand on a 19 ans, effectivement. 5 ans, on se dit, oh là là, c'est un quart de ma vie, laisse tomber. C'est le moment où je vais le plus performer, etc. Je pense que du coup, si on est vraiment en train de déterminer quelles sont les clauses, les possibilités, en fait, de ne pas se dire on passe de 3 à 5 et puis basta, ça ne change rien. Comment les clubs disent moi, dans ma formation, je vais encore plus investir. Moi, je veux me sentir libre et je vais pouvoir donner une exigence supplémentaire par rapport à la conduction de ma carrière. Voilà, on peut arriver. Ça veut dire qu'on libère la possibilité à écrire une histoire commune un peu plus longtemps. Mais après, on ne sait pas forcément. En fait, il faudrait que l'attractivité aussi du championnat pour les jeunes, de notre championnat, soit de plus en plus grande. Parce qu'on voit là, par exemple, le nombre de joueurs, notamment du PSG, Nkunku, Kouassi, qui partent en Allemagne où ils ont plus de perspectives. Le PSG leur fait aucune place. Le PSG, c'est un modèle atypique. Parce que même Kolo Muani, tu vois, de Nantes, qui va partir à Francfort. Globalement, l'image, par exemple, du championnat allemand est beaucoup plus celle d'un championnat qui va laisser sa place aux jeunes. Et c'est vrai qu'ils ont une réputation de faire ça, même c'est quand même, comme tu disais, le disait encore hier. Mais c'est quand même, je pense, ça peut être bénéfique à terme si on arrive bien sûr à créer du dialogue entre toutes les parties. De toute façon, là, il me semble qu'il y a eu des discussions qui ont été. Donc, faut voir comment ça va. Donc, faut voir comment ça va se déployer. Et à terme, ça peut quand même être intéressant. Mais bien sûr, faut pas que ça se fasse au détriment d'une carrière non plus. On en revient à une remarque de notre cher Tristux 777 qui nous dit que mine de rien, c'est quand même au club de faire leurs preuves, on va dire. Parce que, pour reprendre l'exemple que j'adore du Paris Saint-Germain, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de jeunes qui pourraient avoir du temps de jeu qui n'en ont pas. Donc après, charge au club d'assurer leurs arrières, on va dire. On s'approche de la fin de cette émission, mais avant cela, il reste un point très important à traiter. La loi sport compte aussi agir sur le terrain de la parité homme-femme. Une des mesures prévues est la parité homme-femme dans les instances dirigeantes des fédérations sportives d'ici 2024 et au niveau régional d'ici 2028, si je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Gab, tu peux nous donner quelques chiffres peut-être ? Ouais, alors la Fédération française du coup, de football, la FFF, il y a 45% de femmes salariées en son sein. Et au sein de son comité exécutif, du coup, là, c'est un comité exécutif formé de 14 personnes, dont 3 femmes, mais c'est les statuts en fait, de ce comité exécutif qui garantissent obligatoirement un minimum de 3 femmes présentes. Donc, moi, quand je lis l'article qui a été rédigé dans la loi, donc d'ailleurs, si je le lis tel quel, c'est les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que dans les instances dirigeantes de la fédération, l'écart entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes n'est pas supérieur à 1. Quand on entend instance dirigeante de la fédération, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? On ne comprend pas forcément. Est-ce que c'est le COMEX ? Est-ce que c'est au sein même de toute la fédération ? COMEX, ça peut être le conseil d'administration, ça peut être... en fait, les fédérations, elles ont des instances justement dirigeantes qui ne sont pas forcément les mêmes. Mais par contre, l'exigence, c'est de faire que 50% puisse être fait. Alors, ça concerne les fédérations qui ont au moins 25% du sexe le moins représenté, déjà. Mais là où on était parfois à 40%, c'est de le faire à 50%. On nous a dit, oh là là, c'est impossible, on n'arrivera jamais à trouver les femmes, etc. On arrive à les trouver quand on les cherche un peu. Et il faut saluer le boulot du CNOSF France Olympique qui avait regardé justement combien il manquerait de femmes au niveau national ou régional. C'est ce qui a fait qu'au niveau régional, on a repoussé en 2028 parce qu'on nous parlait de 3000 à trouver et là c'était peut-être un peu dur. Mais par contre au niveau national, on n'a pas reculé et quand on a quelques dizaines de femmes à trouver, ça va très rapidement. Et en fait ça a été un point de tension parce qu'on a bien sûr fait des progrès ces dernières années sur la représentation des femmes dans le sport, mais on est encore loin. Et moi je crois beaucoup dans la vertu de faire incarner dans les instances dirigeantes les deux sexes pour que les deux sexes se sentent légitimes à pratiquer le sport. La diversité, ça a été prouvé que dans toute organisation, plus vous avez de diversité, et c'est pas seulement la question femmes-hommes, parce que c'est pas une question de diversité, on est 52% de femmes, donc on est presque plus, mais plus quand vous avez une diversité d'âge, d'origine sociale, en fait, en général, ça se passe mieux parce qu'on fait un peu plus gaffe et on n'est pas uniquement dans son moule. Et dans le monde du sport, qui est éminemment important parce que ça concerne des millions de licenciés, on se doit d'être un peu en avance. Et c'est très fragile. En fait, aujourd'hui, par exemple, le bureau du CNOSF, il est paritaire.
On l'a mis dans la loi. On nous a dit oui, mais en fait, c'est déjà là. Bah oui, mais si on ne l'inscrit pas dans la loi, la prochaine fois, ça ne sera peut-être pas paritaire et on aura loupé le coche de pouvoir vous le rappeler. Il y a eu beaucoup de réticences, non, de la part du CNOSF? Il y a eu beaucoup de volonté. Je vais vous dire, dans les coulisses de la loi, au départ, nous, on voulait, par exemple, alors c'est pas trop sur la parité, mais c'est sur le cumul de mandats. En fait, aujourd'hui, il y a eu, d'ailleurs, quand vous avez pendant 20 ou 30 ans les mêmes personnes qui sont aux commandes d'une fédération, il y a beaucoup de choses qui sont mises sous le tapis. Il y a peut-être un manque d'innovation, de renouvellement des pratiques. Et nous, on a dit non, on va limiter le nombre de mandats que vous pouvez faire de manière successive. Alors au départ, dans nos premières discussions, on était à 2, ça grinçait, on s'est mis d'accord sur 3. Et puis quand on s'est mis d'accord sur 3, en fait, on en a certains qui sont venus, on dit ouais, mais 4, ce serait pas mal pour les instances internationales. Bah, attendez, on va pas non plus revoir à chaque fois le truc, donc il faut rester assez ferme. Il faut expliquer que quand on veut avoir des responsabilités au niveau international, on est capable, quand on est par exemple président d'une fédé française, on est capable, au cours de son 2e mandat, de développer cette appétence. On n'est pas obligé de se dire, bah voilà, je ferai ça dans 10 ans, etc. Non, en fait, on est capable de poser les bases dès aujourd'hui. Donc, on a la possibilité, nous, d'imposer des choses aussi parce qu'il y a beaucoup de délégations, enfin les fédérations qui sont délégataires, c'est du service public. Donc on n'est pas non plus sur, voilà, vous pouvez vous organiser comme vous voulez, on vous fait confiance et donc on est exigeant. Toi, Mélie, ça te semble convaincant, cette proposition ? Je suis d'accord qu'il y a un véritable enjeu, comme l'a dit Madame la députée, de revenir aux racines et de montrer aux femmes qu'elles ont leur place dans le sport aussi, qu'elles peuvent aussi être légitimes dans le sport pour être dans des instances, pour être dirigeante, pour tout et n'importe quoi. Donc ça, je pense que c'est un travail qui va mettre un peu plus de temps que l'horizon 2024-2028 qu'on a dans la loi, et c'est sans doute un bon moyen de commencer, essayer de faire changer les choses. Oui, parce que voilà, le but c'est quand même de pouvoir, parce que la question a été posée du pourquoi cette parité. Le but c'est de pouvoir encourager les femmes à s'investir dans le milieu sportif alors que c'est pas forcément le cas habituellement, c'est bien ça ? C'est encourager la pratique. Si vous êtes, regardez, moi je fais un parallèle avec la politique. La politique, depuis un peu plus de 20 ans, vous avez une règle qui instaure la parité dans les candidatures que les partis peuvent présenter aux législatives. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, on est presque 40% de femmes. Je peux vous dire que la fois d'avant, c'était 25, et puis encore quelques années avant, on était 11, et puis du coup, quand on regardait les images de l'Assemblée nationale, moi j'ai l'impression d'avoir que des vieux hommes blancs et de pas du tout être représentés. Aujourd'hui, quand vous regardez l'Assemblée nationale, on est beaucoup plus un reflet de la diversité de la population française. En 2017, je pense que le plus jeune député, il avait 24 ans, la plus âgée, elle avait 72. On avait des gens, forcément, de tout territoire, ça c'était déjà le cas. Mais au niveau de la représentation des femmes, moi je ne suis pas arrivée dans l'Assemblée en disant « j'ai pas l'impression d'être à ma place », ce qui était le cas de mes prédécesseurs. Parce que quand elles arrivaient dans l'Assemblée... Au coup de l'Assemblée nationale, il n'y a pas énormément de représentation sociale. Alors, c'est amélioré. Enfin, je veux dire que le critère de parité a permis à ce qu'on ait davantage... Oui, sur ça, mais sur le niveau représentatif de l'Assemblée... Ben oui, en fait, il y a quand même des parcours où on se dit, bon, il y a quand même une frange de la population qui l'a moins. Mais avant, il y avait encore moins de diversité. C'est sûr, on va vers du mieux. Il y avait encore moins de diversité. C'était soit tu avais fait de la politique toute ta vie, de tes 15 ans, et puis tu allais finir parlementaire jusqu'à la fin de ta vie. Soit tu étais fonctionnaire et tu n'avais pas beaucoup de prise de risque à te présenter à des élections parce que tu pouvais être réintégré après dans la fonction publique. Et quelques profils de médecins et d'entrepreneurs parce que c'était cool, on était notables et c'était bien. Maintenant, il y a vraiment... Moi, je viens du monde des agences de communication, je viens du monde de l'entreprise. On n'avait pas forcément vocation à venir se dire, tiens, pendant 5 ou 10 ans, je vais venir représenter la France. Et donc, cette loi parité, elle instaure des quotas. En 1999, on a entendu tout et n'importe quoi en disant oh, « c'est horrible, en fait, le pays ne va plus pouvoir être géré parce qu'on va mettre des femmes, c'est horrible ». On a entendu la même chose il y a 10 ans pour la loi Copé-Zimmermann qui instaurait dans les conseils d'administration des entreprises 40% de femmes. On se disait oh, « c'est horrible, en fait, les boîtes du CAC 40 vont se casser la gueule parce qu'on aura mis des femmes au conseil d'administration ». Ça n'a pas du tout été le cas. Et on est même allé jusqu'au-delà de la loi parce que maintenant, on doit être à 42%. Mais pour refaire le parallèle avec le sport, est-ce que vous pensez le fait, par exemple là, faites le parallèle avec la politique, est-ce que le fait d'avoir mis des femmes, par exemple à l'Assemblée nationale, est-ce que vous pensez que ça incite les femmes à s'intéresser à la politique ? Ouais. Oui. Moi, j'en suis persuadée. Et donc, vous pensez que si on se reproduit ce modèle pour le sport, ça incitera les femmes
à faire du sport plus que ça. Si je suis en train de suivre un sport et que ceux qui prennent la parole, que ce soit dans les événements, que ce soit dans les interviews, et que ce sont toujours les mêmes, je ne me sens pas forcément inclus. En fait, il y a besoin d'avoir des rôles modèles. Et donc, les rôles modèles, c'est aussi d'exposer les athlètes, mais c'est aussi quand les athlètes prennent des responsabilités. Et donc, on a besoin de montrer que c'est ouvert à tout le monde. Et puis, au-delà de ça, je vous disais, c'était aussi cultiver une certaine... le renouvellement, de faire qu'on ait une vraie diversité dans ceux qui prennent des décisions pour l'organisation. Et donc, ça en fait partie. Moi, je pense qu'effectivement, on ne va pas, en 2024-2028, les sentir tout de suite. Mais moi, et j'ai pu le dire à la tribune, je dis l'aéromodélisme, c'était souvent donné comme exemple par le précédent président du CNOSF en disant mais il n'y a que 3% de femmes. Je dis mais oui, mais l'aéromodélisme, pourquoi il n'y aurait pas plus de femmes ? Je ne vois pas en quoi ce serait interdit. Donc en permettant à ce qu'il y ait plus de femmes qui y aillent, peut-être que du coup, les générations futures, elles vont aller dans ce goût pour l'aéromodélisme. Et inversement, dans les sports où il y a beaucoup de femmes et pas beaucoup d'hommes. Les amis, on arrive à la fin de ces moments de débat. Toujours sur le foot féminin, néanmoins, parce que le plaisir continue encore pour quelques minutes. Maëlys va nous en apprendre, en tout cas beaucoup, j'espère, sur la commission fédérale pour le football féminin de haut niveau. Ce sont les arrêts de jeu du Salon Caviar. Oui, Charles. On a parlé, je vais expliciter ton raisonnement, on a parlé parité, place des femmes. Donc moi, ça m'a donné envie de m'intéresser à ce qui est fait au sein de la FFF pour le football féminin. Et c'est en faisant quelques recherches que je suis tombée sur, comme tu l'as dit, la Commission fédérale pour le football féminin de haut niveau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tous ces grands mots ? C'est une commission dont la création a été actée toute fin 2021 et qui vient d'entrer en vigueur début 2022. Dont le but est de réfléchir aux questions en lien avec la pratique du football féminin de haut niveau en France. Et petit bonus pour les amateurs de foot que nous sommes tous autour de cette table, c'est un visage connu qui a pris sa tête, puisque c'est Jean-Michel Aulas qui a été nommé président de cette commission. Il y a quelques semaines encore, ce diable de Jean-Michel Aulas. Donc cette commission, vraiment, elle va servir à proposer une plateforme de réflexion sur l'état du football féminin en France, qui a beaucoup souffert à cause du Covid, avec des baisses de revenus et des baisses d'investissement, même dans certains clubs, et avec l'impression qu'il a aussi pris un peu de retard par rapport à d'autres pays européens, comme l'Angleterre ou l'Espagne, qui ont réussi à vraiment investir pour créer des véritables structures solides autour de leur championnat. Et c'est des alertes qui ont également été remontées par les joueuses, qui le ressentent elles-mêmes sur le terrain, et notamment la lyonnaise Ada Egerberg, qui a beaucoup tweeté, qui s'est beaucoup exprimée sur la question. C'est une des plus actives. Donc c'est bien de décréter des commissions, de s'installer autour de la table pour discuter, mais on peut aussi attendre des mesures concrètes. Le foot féminin français, il est pétri de beaucoup d'ambitions, comme celle d'accueillir le prochain Euro 2025 dans 3 ans et demi en France. Mais parallèlement, il ne veut pas voir les limites qu'il est en train d'atteindre, ou qu'il a même déjà atteintes pour certaines, avec un championnat de première division qui est de plus en plus déséquilibré, avec des équipes de top niveau qui sont plus parmi les plus performantes en Europe. Il n'y avait aucun club français en finale de la Ligue des Champions l'année dernière pour la première fois depuis très longtemps. Et avec aussi une sélection nationale dont le palmarès est toujours vierge de trophées majeurs, et on a l'impression qu'elle ne progresse même plus. Les Bleus n'ont pas fait mieux que les quarts de finale dans une grande compétition depuis la Coupe du Monde 2015, donc on a l'impression que ça avance pas. Et d'autant qu'en parallèle, les joueuses elles-mêmes, décidément, elles se bougent. Il y a eu, il y a 2 semaines, une réunion des délégués des 23 délégués des 12 équipes de D1 Arkema qui se sont réunis à l'UNFP avec les syndicats pour, elles, plancher sur l'établissement d'une convention collective pour le football féminin qui régirait concrètement plein de questions comme les congés, les retraites, ce genre de choses, de manière très concrète dans l'exercice de leur profession. Donc, il faudrait que toutes ces mesures joignent leurs efforts, à la fois la commission et les joueuses, pour avancer le plus rapidement et le plus efficacement possible. Il y aurait notamment un rôle important qui pourrait être accordé aux syndicats, puisqu'on a vu qu'ils étaient présents dans la réunion avec les joueuses. Et Jean-Michel Aulas a d'ores et déjà annoncé qu'ils auraient un rôle aussi important à jouer au sein de la commission. Donc, il pourrait endosser ce rôle de faire le lien entre tous ces projets-là, parce que finalement, c'est peut-être ça la meilleure manière de construire, à la fois en regardant le terrain, la manière concrète dont les joueuses elles peuvent exercer leur profession, et sur une échelle plus globale, une question d'organisation, de structure des championnats, de créer un modèle qu'on peut vendre et donc qui peut être acheté.
qui peut faire des profits, qu'on peut investir et réinvestir pour le développer encore plus. Donc à la fois bâtir la discipline, bâtir sa solidité et faciliter les conditions d'exercice pour les athlètes et donner un nouvel élan dans le développement du football féminin, qui est une question qui revient beaucoup et qui doit encore avancer. On a vu que ça préoccupe les instances, ça préoccupe les gouvernements. Donc voilà, maintenant il est temps de passer aux actes. Beaucoup de travail qui reste à faire, donc Maëlys, si on t'écoute, et on te croit d'ailleurs. Hein. Je ne vais pas donner Vous avez le choix. Si on t'écoute. Malon contre choix de mots, décidément. On touche à la fin de cette émission. C'était un vrai plaisir de vous avoir tous avec moi. L'occasion pour moi d'abord de vous présenter le 10e et dernier exemplaire du magazine Caviar, plein cadre. Voilà, il est beau, il est neuf, il est chaud. Il parle de football, il parle de cinéma, donc je vous encourage, il est dans tous les kiosques. N'hésitez pas à aller le chercher. L'occasion pour moi de remercier toute l'équipe du magazine Caviar, notamment Paul Laurence et Clément Duranton, nos 2 hommes de l'ombre derrière les manettes, l'ISFJ et Ludovic Place notamment, qui nous permettent de produire cette émission. Madame Calvez, merci d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions durant toute cette heure. Et puis merci également à chroniqueurs qui m'ont accompagné de fort belle manière durant cette émission. On vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission de Salon Caviar. Merci encore. Bonne soirée.